Julien Senac dans You Talking to Med, le podcast de Nexialis sur les acteurs du DM, une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation et de la réglementation en France dans le domaine de la medtech. Rencontre aujourd'hui avec un Français expatrié aux États-Unis, alors qu'il est 17h de ce côté-ci de l'Atlantique. Pour Julien Senac, l'invité du jour, il est à peine 8h. Le soleil se lève à peine en Californie et ici, il fait déjà nuit. J'ai rencontré Julien en juin 2022 lors de la première édition du Rendez-vous du Div que Nexialist organisait. Et je dois dire que la rencontre a été très marquante. Julien, qui nous avait été chaudement recommandé par Corinne Delorme, est effectivement une personne d'emblée très sympathique, qui n'a pas sa langue de sa poche et qui, malgré des responsabilités au sein d'un organisme notifié, n'est jamais avare de conseils et de bonnes recommandations. Il est volubile, drôle, et en tant qu'organisateur et animateur de colloques, avoir un speaker comme Julien est un vrai bonheur. Non seulement il a une connaissance très précise et une expérience très riche de la réglementation des DM-Div, mais il a aujourd'hui acquis un sens de la pédagogie très affûté qui fait passer admirablement bien les messages. Après une thèse effectuée déjà sur le sol américain, au Texas, Julien a effectué ses premiers pas au NIH, National Institute of Health, dans le Maryland, avant de rejoindre le GMED North America, où il est le référent des MDiv. Il y reste un peu plus de 4 ans avant d'accepter un poste à TÜV Sud, à San Diego. C'est donc un Français, vivant au pays de l'oncle Sam depuis le début des années 2000, que je reçois aujourd'hui au micro de You Talking to Med, et inutile de vous dire que je suis particulièrement impatient d'échanger avec lui. Bonjour Julien, comment vas-tu? How are you? Je vais très bien, je vais très bien. Tu vas très Euh, bien. T'es en forme? il fait beau en Californie, donc c'est toujours Ouais, bien d'y être. ouais. Et oui, ça fait longtemps que j'y suis. Ça fait Pas longtemps en que tu y es. Californie, aux Alors, États-Unis. aux États-Unis, ouais. Mais est-ce que tu peux te présenter, Julien? Qui est-ce que tu es, toi, et pour les Alors, auditeurs qui ne te Alors, connaîtraient qui je pas? suis? Alors, comme vous pouvez l'entendre, parce que ça reste toujours, même après des années aux États-Unis, j'ai l'accent du Sud, donc je viens du Sud-Ouest. Je m'appelle donc Julien Sénac, je suis né à Toulouse, j'ai grandi dans le Sud. Et puis, au gré du vent, je me suis dit à un moment, ben, il faut explorer, faut s'ouvrir au monde. Et donc, je suis parti, où je préparais après le lycée, de partir aux États-Unis. Donc, Mais tu, peu de alors, temps après. ouais, tu vas vite là, Julien. Tu fais tes études où? Tu es originaire de quelle région du Sud? Ah, ouais, alors, T'es, grandi dans le Lot, si tu t'as vois à grandi dans peu le près où Lot. ça peut Ouais, être, pas loin de ouais, Cahors, pour ceux qui ok, connaissent le vin. ouais. Et j'ai étudié toute ma jeunesse là, et c'est vrai que juste après, je suis parti dans le sud-est de la France, sur Antibes, pour préparer à partir aux États-Unis, au D'accord. bout de 2 ans. Voilà. Donc tu fais un baccalauréat scientifique Ouais, je fais un baccalauréat scientifique. du côté du Lot ou déjà du côté d'Antibes? Non, du côté du Lot. Du côté du Lot? Ouais, et Et c'est tu es. après que je passe les 2 premières années d'un équivalent américain ou des 2 premières années qu'on ferait à la fac française, mais dans une école euh, qu'on dit privée, puisqu'elle Ouais, ne dépendait pas du système, qui était à Antibes, donc Sophia Antipolis. d'accord. Ok. Et pourquoi ce choix? Tu savais déjà ce que tu voulais faire après la terminale? Alors, pourquoi ce choix? Parce que, et c'est très bizarre, mais dans notre région, tout le monde va à la grande ville, n'est-ce pas? Ouais. Comme ça a toujours été, donc tout le monde va à Toulouse. Et puis à un moment, j'ai dit, non, mais moi, j'ai plus envie de voir les mêmes têtes, j'ai envie de voir d'autres gens. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Donc, après, il y avait Montpellier, qui est un peu plus loin, différent. Et puis est arrivé sur mon bureau un prospectus sur cette opportunité de faire une école sur 2 ans, puis après finir 2 ans aux États-Unis, etc. Et j'ai dit, ah ben, si on veut voir du monde et du pays, ben voilà, on va essayer. À savoir que j'étais nul en anglais complètement, hein, donc, Ouais. euh, mais, mais, Le mais challenge. j'ai dit, voilà, on essaye. Et puis bon, mes parents m'ont suivi aussi, hein, je dois être Ouais. reconnaissant aussi d'eux. Et puis voilà. Et après c'est presque l'histoire. C'est-à-dire, je suis parti aux États-Unis 2 ans après le bac Mhm. pour finir ce qu'ils appellent le bachelor aux États-Unis, donc en 4 ans. Et puis de là, ben, quoi faire? Je me suis jamais dit, je vais rester. Et c'était euh, des études généralistes, Julien, là, sur le. ouais, donc Ouais, j'étais en ok. bio. J'ai fait de la Ok. biologie. Tu fais de la bio. Ok. Bio avec ce qu'ils appellent ici les concentrations ou les minors. Bon, il y a toujours des trucs, mais avec de la chimie, de la microbio. Et moi, c'était la génétique. J'ai toujours aimé la génétique. Je voulais faire de la génétique, etc. Et de la recherche. Et donc, c'est pour ça que la suite, ça a été, pourquoi pas, une thèse. Et autant la faire quand on est là-bas. Et puis, quand la thèse est arrivée, souvent, c'est le postdoc.
par connaissance, par lien, trouver un postdoc. Et donc, ma thèse était en thérapie génique. Ouais. Donc là, c'était Euh, une thèse que tu fais au Texas, hein, c'est ça? c'est ça, Ouais, à ouais, Baylor College of Medicine, c'est là. Et puis, ouais. bon, entre-temps, bon, mon thèse avait bougé, mais je suis resté étudiant là-bas. Mais j'ai travaillé un peu aussi à Mayo Clinic, entre Mm. autres. Mais c'était vraiment dans la génétique pour faire de la recherche. Là, c'était sur le cancer, en fait, les cancers euh, du sang, c'est-à-dire lymphoma, etc., et l'utilisation de virus comme agent oncolytique, ce qui est quand même assez fantastique parce que le virus, théoriquement, c'est mauvais, le cancer, c'est mauvais, et bien d'un mauvais, on a fait un positif, ce qui était assez génial dans l'idée. Et après ça, ben, rester avec les virus, puisque j'y connaissais pas trop mal, et plutôt dans la pure thérapie génique, c'est-à-dire le remplacement de gènes, et là, dans des maladies du métabolisme, ce qui m'a amené au NIH. Et, euh, et puis de là, Mm. il m'est arrivé une question à dire, bon, je fais quoi après? Et, euh, et ce jour-là, en fait, a été en recherche. J'avais des mentors qui étaient mais, géniaux. C'est-à-dire des gens qui étaient d'une passion absolue. Et je pense que pour être très bon en recherche, il faut être passionné. Euh, mais je me suis dit, mais j'ai pas. J'adore la science, mais j'ai pas un problème, parce que c'est des gens qui avaient un problème à vouloir régler. C'est une passion, quelque chose que. Et j'ai dit, mais j'ai pas un problème, moi je veux aider plein de gens, moi je veux aider plein de monde. Et donc quand c'est arrivé, j'ai dit, ben, je vais, euh, je vais chercher où c'est que je peux aider plein de monde. Donc il y a plein de façons, il y a l'industrie, tout ça dans la recherche. Et c'est là où est arrivé ben, GMED, et un Les peu gemelles? par connaissance, par information, rencontrer les gens, et là, ben, GMED, ils cherchent des scientifiques, et puis mon background avec les virus, tout ça, pour le côté IVD, Mhm. tout à fait logique. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas tenter l'aventure, parce que c'est encore quelque chose de différent, moi je veux apprendre. Je suis rentré dans ce milieu du réglementaire, donc pas forcément le choix Ouais, ouais, de base. t'as rien prémédité de tout ça, quoi. En fait, c'est Du tout. les aléas de la vie qui t'ont enfin, qui t'ont permis de rejoindre le GMED. Et ça, c'est en quelle année, ça, Julien? Tu Alors démarres. ça, c'est 2013-2014, quelque chose comme ça, ouais, D'accord. 2014. Ok. Ah oui, Donc, t'as 2014. quoi? T'as 30 ans? Tu démarres ton même pas? T'es même plus jeune? Ah non, 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 Toi, non. Non? Parce que Parce que. j'avais... attends, donc que je me rappelle dans tous les sens, parce qu'il ne Ouais. faut pas que... Après, 2014-2015, non, j'avais, oui, ouais, 34, t'as une 30... trentaine, ouais, t'as une trentaine d'années et Non, tu non, démarres non, au. Ouais. j'étais passé le prime age. Ouais. Et, T'étais déjà expérimenté. ouais, et en fait, si tu veux, et c'est là où... Et il y avait d'autres personnes au GMED qui étaient compétents dans le DMDiv sur GMED North America à cette époque-là, où tu arrives, t'es un des premiers? Non, il y avait quand Il y même avait déjà déjà. une base de connaissances, puisqu'il y avait Florian Torcé-Bonfiliou D'accord? qui Ouais, ouais. était qualifié. Ok. Mais après, effectivement, il n'y avait pas. Bon, alors déjà, je vais être honnête, quand je suis arrivé, le bureau, c'était 3 pièces et un grand open space, et on était 6 Mhm. experts, dans un sens. Donc, Ouais, c'était vraiment tout petit. une phase de croissance qui est assez géniale de presque de démarrer une aventure avec tous ces gens-là. Donc, Mhm. effectivement, j'ai amené ce côté, c'était le focus du div, et j'étais vraiment, en fait, je suis parti dans le div en tant qu'expert, et effectivement, au moment euh, où je suis passé à Note 6, mais je suis arrivé, en fait, j'étais le considéré, on avait quelqu'un d'autre à l'époque qui était là, mais qui est parti aussi. Donc après, je me suis un peu retrouvé finalement le seul expert aux États-Unis et le reste de l'équipe en France, ce qui était génial parce que ça permet des super collaborations. Et Mhm. donc voilà. Et de là, encore une fois, tu sais, c'est au gré du vent. Moi, je sais pas, c'est comme une graine qui, le Ouais, vent ouais. souffle, et je me pose. Et là est arrivé, en fait, effectivement, un TÜV Sud qui m'a proposé à Qui ce t'a moment-là, chassé. Mhm. ouais, Qui mais t'a qui m'a chassé, ouais. Ouais. exactement. Et parce que alors j'ai une très bonne relation avec GMED, je m'entends très bien. Je pense qu'on a je vais être honnête avec tous les gens de GMED qui sont sûrement à entendre, j'espère, À que l'écoute, ce podcast, ouais. ils ont des gens formidables et que c'est génial et que j'ai encore de très très bons amis là-bas. Donc non, non, ça se passe très bien. Euh, et en fait, le TÜV m'a demandé de voir si les rejoindre pour développer, euh, Le pas DMDiv sur l'IVD le. en soi, parce qu'ils l'avaient, mais vraiment le développement de l'IVDR
globalement, c'est-à-dire comment on peut mutualiser les ressources, etc. Donc, c'était un super projet aussi d'essayer de voir que tous les pays puissent aborder euh, l'IVDR et essayer de trouver des synergies. Et puis, quand l'IVDR, elle est presque bientôt finie, on va dire que, bon, il nous reste que quelques mois, et puis après, on est sur la fin lente de la réglementation. Et donc, est arrivée l'opportunité pour moi de prendre la tête, en fait, de notre partie médicale, donc tout ce qui est certification et testing de dispositifs médicaux aux États-Unis. Et Donc donc, là, donc, si je l'opportunité, non, le ouais, poste s'est ouvert, j'ai postulé, je l'ai eu. Bon, voilà. tu l'as eu. Ouais, et donc, si je comprends bien, et ouais, si je comprends bien ton parcours, Julien, donc au départ au TÜV, tu es plutôt un expert technique du DMDiv. Aujourd'hui, tu as une fonction beaucoup plus managériale, si j'ai bien compris, Complètement. positionnement C'est complètement managérial. managérial et commercial. Ouais, et Donc, commercial. effectivement, je ne revois plus de dossiers. C'est ça, ouais. Euh, et si tu vas par là, j'ai ma formation de chercheur et je suis à l'opposé T'es de à l'opposé. Ouais. ce que Et ça te manque pas, ça? Parce qu'effectivement, là, tu as fait un peu un 180 degrés, là. Ouais, mais non. Et en Non? fait, Ok. ce qui est génial, c'est que ça ne me manque pas, mais dans un sens, je me dis, oh, j'aimerais bien être sur le bench. Je peux Mhm. y aller, hein, dans un labo Mhm. de test microbio, donc c'est génial, je peux y aller si je veux. Mais ça ne me gêne pas. Par contre, mes connaissances dans ce domaine me permettent de mieux parler avec nos experts, de mieux discuter, de comprendre leurs problématiques. Et donc, d'un point de vue managérial, c'est honnêtement, il y a un côté humain que tu peux aussi apporter, il y a un côté beaucoup plus technique que juste commercial et financier pour balancer. Et Ouais. ça, je reconnais que c'est un apport pour moi Tu aimes dans bien. les discussions. Et aujourd'hui, c'est combien de personnes, là, TÜV Sud, aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, avec alors, tout sud, je te Ouais. parlerai que de Enfin, la branche que la médicale, branche ouais, que médicale, ouais, bien sûr. puisqu'après, bon, tout sud, il y a plein d'autres Ouais, activités. c'est énorme. Ouais, ouais. Mais la branche médicale aux États-Unis, on est pas loin de 200 personnes. Ah oui, quand même. Donc là, aujourd'hui, là, tu as la tête de 200 personnes, là, Julien. Ouais, Ok. Ah oui. D'accord. ouais. Ah oui, j'avais pas vu que c'était aussi important. Félicitations et bravo à toi. Et bravo à toi. Et alors justement, on parlait de tu as parlé de l'IVDR, de cette transition réglementaire, parce que pour le coup, là, pour les fabricants de DMDiv, là, l'arrivée de la 2017-146, ça a été vraiment un gap encore plus important, je pense, que pour les acteurs du DM. Comment toi, tu le vis, ce passage-là? Comment et comment tu penses et comment tu imagines les années à venir sur la mise en application définitive de cet IVDR? Alors, ça, c'est marrant parce que je l'ai vécu vraiment du début, finalement, et Bah oui, jusqu'à la fin, je veux le vivre, puisque quand je suis arrivé en 2014-2015 à GMED, et encore, Corinne, merci, parce que c'est aussi une des premières qui m'a fait confiance pour parler dans des conférences, autres que le rendez-vous du que DIV, le mais rendez-vous du type. bien avant aussi. Euh, et en fait, on a vu le moment où on leur a dit, ben, il y a un draft qui va arriver, il faut se préparer, il faut commencer à lire, il faut commencer à savoir. Et après est arrivé le moment où le draft est là. Voilà ce qu'il faut faire. Et ce qui était, et comme tu disais, c'était beaucoup de gens ont dit c'est pas euh, c'est une révolution, c'est-à-dire c'était complètement prendre la table et la retourner. On passait de 20% certifiés à 80% 80%. certifiés ou plus. C'est vraiment un changement énorme. Et le pire, c'est que pendant des années, et même je pense encore maintenant, peut-être beaucoup moins, mais on a encore des gens qui, ça y est, maintenant ils sont arrivés parce qu'ils ne peuvent plus vendre en Europe, donc finalement ils s'aperçoivent que bon, il y a quelque chose. Mais pendant des années, les gens n'ont pas cherché à savoir, ou se sont dit, bon, on verra bien, etc. Et, et c'est dommage parce que dans toutes les conférences qu'on faisait, on trouvait toujours les mêmes, mais pas ceux qu'on voulait aller parler, puisque ceux qu'on voulait parler n'étaient pas forcément au courant que ça arrivait, puisqu'ils ne sont jamais certifiés. Donc c'était vraiment un cycle qui était compliqué. Et la façon dont je peux te dire, c'est que les très gros, ben, eux, ils ont pris la charge, ils ont dit, nous, on est fini. Les 3 ans ou les 5 ans, pardon, les 5 ans qu'on a, ben, ça finit en 5 ans. Bon, ils ont pris l'extension d'un an qu'il y a eu. Mais voilà, moi, il y en a plein que je parle qui sont dans les gros. On dit, bon, vous faites encore une certification letter, une confirmation letter pour l'extension. Quelle extension? Nous, on est prêts, on a fini. Hein. Et honnêtement, maintenant, c'est les derniers qui doivent se changer.
Je pense qu'il y a toujours aussi la question de... On avait un div qui coûtait finalement pas grand-chose pour être sur le marché, puisqu'il n'y avait pas la certification en plus, etc. Donc on y était. Est-ce que ces-là vont rester ou pas? C'est toujours une question de part de marché. Euh, Est-ce qu'ils vont être rachetés parce qu'ils ont une part de marché mais ils ne veulent pas Mm. faire l'investissement? Et ça encore, on l'a vu, hein, on a vu une consolidation hein, des fabricants, on le voit encore dans tous les medical devices aussi, mais dans Ouais, l'IVD on tout à l'a fait. vu. Mm. Et je dirais qu'en fait, et c'est très marrant, l'IVD a aussi eu sa propre révolution commerciale, je dirais, avec Covid. Parce que grâce à Covid, maintenant tout le monde Tous les sait que... projecteurs, ouais, tous les projecteurs se Et, sont focalisés et sur puis ces produits-là. les Mm. autotests, Mm. qui faisait des autotests avant Covid? Mm. Pas grand Mm. monde. Mm. Maintenant, tout le monde est capable de faire un autotest. Donc, c'est une révolution aussi dans la technologie qu'on fait. Et puis, le DIV, c'est le futur. Le DIV, si on regarde bien, c'est precision medicine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner la bonne drogue au bon patient, donc tout ce qui est companion diagnostic, ce qu'on appelle. Euh, c'est euh, c'est aussi, pour être honnête, le DIV est de plus en plus important parce que la population vieillit et donc de plus en plus il y a besoin de diagnostics sur telle ou telle maladie ou qu'on ne faisait pas avant. Donc tout ça fait que ben, il va y avoir, pour moi je le vois très positif dans l'explosion du marché en soi, mais aussi très positif qu'on ait une régulation finalement qui est arrivée avant le Covid parce qu'elle a permis de peut-être je ne dirais pas canasser, mais d'assurer aussi ce côté que nous, en tant qu'identifiés, on est très attachés, c'est-à-dire être sûr que ce qui est sur le marché Et est sûr et bon performant, quoi. Mm. et performant, mais aussi, Mm. bon, alors l'IVD, Mm. l'IVD comparé dans le DIV comparé au DM, c'est peut-être pas la même conséquence directe d'impact sur la santé, je dirais, mort ou pas. C'est-à-dire qu'un pacemaker, c'est un peu différent. Mais un DIF, si on donne le mauvais résultat, peut très bien avoir une mauvaise dose injectée, une mauvaise ceci et cela. Donc, il y a quand même un gros risque potentiel. Et je pense qu'il y avait aussi un manque de contrôle évident de ce qu'on faisait dans le monde. Donc, maintenant, le futur, c'est que je pense que ça va se consolider. On va avoir un marché qui va Et, croître et se consolider. et tu penses que les acteurs du DMDIV sont matures sur ces aspects réglementaires? Comment tu le perçois, toi, depuis l'autre côté de l'Atlantique, là? Est-ce que... On, Ouais, c'est partout. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, je vais te dire, c'est là où ouais, ça devient intéressant. Quand je parle avec nos clients, ouais. puisqu'on fait aussi le MDSAP, on fait tout le reste, euh, eux, ils connaissent que la FDA. Ou du moins, c'est la FDA. C'est-à-dire, si Mhm. FDA dit oui, moi, je me rappelle le nombre de fois où on me dit, ah, ben, la FDA a dit oui. J'ai fait, ah, ben, c'est génial. Je fais, maintenant qu'en Europe, ce sera plus fort, vous allez euh, prendre un DM, un DIV, vous allez le faire certifier en Europe, vous allez revenir voir la FDA, vous allez leur dire, ben, l'Europe l'a approuvé, approuvez-le. Mhm. Et vous verrez ce qu'ils vous disent. Parce que quand vous me dites, ben, la FDA approuve, je dois approuver, non. On a chacun nos réglementations, chacun nos règles. Mais effectivement, il y a tout un niveau d'éducation qui, alors dans les gros, il n'y a pas de souci parce qu'ils sont déjà Ouais, multinationales, donc ils ouais. ont, mais dans les plus petits, c'est vrai que la FDA prime encore. Et il y a encore même l'attitude envers l'ordre identifié, parce que souvent on nous voit comme, comment dire, des service providers, qu'on dirait, c'est-à-dire de la même Mhm. façon Des qu'ils achètent. prestataires de services, ouais. Mhm. Voilà, merci. De la même façon qu'ils vont acheter un bout de plastique pour faire leur div, ben, ils nous voient, oui, bon, ben, je vous paye, vous faites votre truc, mais voilà, j'ai un service rendu. Donc, c'est une balance assez intéressante que l'ordre identifié, finalement, en Europe, est vu comme un bras d'action du gouvernement ou du moins des autorités. Aux États-Unis, c'est la FDA l'autorité. Le reste, bon, c'est des fois un peu différent. Mais par contre, la maturité, elle est vraiment dépendante du rayon d'action du fabricant. C'est-à-dire que s'il est déjà international, il sait. S'il est très localisé, il a besoin d'apprendre pour, Et, et, ok, pour... et devant la multiplication des produits des DMDIV qui vont arriver sur le marché ou qui sont déjà sur le marché et finalement le peu d'organismes qui sont désignés sous la 746,
tu es optimiste sur la capacité de l'Europe à pouvoir certifier d'ici, alors je sais, enfin, d'ici la date butoir, tous les DMDiv en développement et Oui, mais en- c'est-à-dire on a eu cette période de fluctuation entre beaucoup de demandes au début, pas forcément les ressources, parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de ressources, et Ouais, puis il fallait que... C'était une équation assez intéressante, je dois avouer, à l'époque, on en parlait, parce que il fallait entre le donner les ressources ou avoir les ressources, mais il fallait attendre que la réglementation soit mise en place. Donc, tout le monde du draft, ben, on avait embauché, mais pas trop. C'était un peu, ouais. ça se voit. C'était le D'un flou. coup, tout le Mm. monde a voulu, mais on n'avait pas la capacité. Quand on a eu la capacité, puisqu'il y a eu des extensions, tout le monde a dit, bon, on Disposition attend. transitoire, ouais, ouais, C'est, ouais. on est complètement Et, l'accordéon. Et maintenant, je pense qu'on est beaucoup plus stable déjà dans la réglementation elle-même. Ça y est, elle s'est posée, on a les guidance, on a tous ces documents qui aident à avancer. Et je pense que les gens sont de plus en plus. Parce qu'il faut avouer aussi que quand la réglementation s'est mise en place, c'était un gros changement, mais c'était aussi un changement, je ne dirais pas quotidien, mais assez fréquent. Un nouveau guide, une nouvelle interprétation, etc. Donc il y avait pour tout le monde, nous, les fabricants, une adaptation nécessaire. Aujourd'hui, notre puissance de frappe, si je peux m'exprimer ainsi, elle est présente. C'est-à-dire ouais, que moi, quelqu'un du DIV vient me voir demain en disant bon, ben, je je- voudrais certifier mon produit, il n'y a pas de souci. On démarre le ouais, procédure. Alors, il y a l'application, il y a le temps, il y a de la ouais, ouais. paperasse, ça c'est normal. Et après, mais on a les capacités. Donc aujourd'hui, on a les capacités. Et si les gens s'y prennent maintenant, au lieu de se dire, ben, on attend et les derniers 6 mois, on va essayer de le faire, ça marchera. Maintenant, c'est vrai que si tout le monde vient à la dernière minute, alors Ça, l'avantage, comme je t'ai dit, les gros sont déjà passés et leur ouais, portfolio, il est déjà fait, il est déjà ouais. consolidé, il est déjà changé. Puis bon, après, la question qui se pose, je pense qu'on va pas se nier, de tous ceux qui ont utilisé la transition pour rester en IVDD, Ouais. est-ce qu'ils vont vraiment passer à l'IVDR? Est-ce qu'on passe à l'IVDR, ouais. Et ça, t'as pas de. Ouais, ouais, Ah ben, si, on a des idées, on le ouais. sait que. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils ne veulent pas le passer, qu'ils utilisent tous les moyens pour vendre le plus? Sûrement que certains sont comme ça. Je pense aussi qu'il y en a certains qui se disent ben, on ne va pas passer cette version, on va faire notre prochaine génération en initial IVDR au lieu de faire l'IVDD. Donc, on va aussi avoir ça, des sortes d'initiaux, des sortes de revues. Mais honnêtement, je pense qu'on est prêt. Ok. Il y a combien de Euh, personnes aujourd'hui qui sont dans la division ou dans le service Div chez toi, là? chez nous, on doit avoir. Alors, en termes d'auditeurs, alors, attends, parce que je suis en train de te voir à peu près comment Ouais. on a. Donc, on a à peu près une dizaine auditeurs. Euh, j'ai aussi tout ce qui est, je dirais, le côté administratif, c'est revue de documentation qui est le travail du certification body, c'est-à-dire de rapports, etc. J'ai similaire avec des gens qui sont beaucoup plus spécifiques. Et puis surtout, à TUV, on a, depuis l'année dernière, on a globalisé notre ressource documentation technique. Ok, ouais. Donc, en fait, Et, ça nous permet que, pas besoin d'avoir quelqu'un aux États-Unis. C'est-à-dire que mhm. j'ai des gens aux États-Unis, mais qui travaillent. Donc, là, c'est pareil. On est avec l'Allemagne, puisque là, maintenant, dans ce cas-là, je prends l'Allemagne en considération. Mhm. La force de Ouais, frappe, on est à, je sais pas, plus d'une trentaine, un truc comme ouais. ça. Ok. Ok, ok. Et les personnels que tu emploies aux États-Unis, en fait, cette question me vient en t'écoutant, c'est du personnel américain ou c'est du personnel européen qui viennent, qui sont comme toi, qui viennent travailler aux États-Unis pour justement, parce qu'en fait, ils ont quelque part, ils ont la culture normalement du DMD en Europe. Alors, je vais te dire, c'est encore mieux que ça. C'est là où c'est rigolo. L'autre jour, je parlais avec des collègues et on a des Indiens, on a des Américains, on a Des plein de Mexicains. nationalités, des Ouais, Mexicains, on a plein de nationalités. ouais, Et on s'est aperçu, c'était rigolo parce que je te parlais avec une de mes managers qui est indienne et on disait, elle fait, ouais, il y a. Alors, moi, je suis français, c'est un petit différent, mais c'est vrai qu'on avait des Américains et des Indiens travaillant pour une boîte européenne, pour des ouais. fabricants américains. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, la réglementation, c'est la réglementation. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être européen pour la comprendre. Bah, Par contre,
Ben, je sais pas, en fait, c'est la question que je te pose, Mais non, Julien. en fait, la Ouais. réglementation, En fait, il faut ouais, ouais, comprendre le concept. Le ouais. concept n'est pas forcément européen. Si on regarde ce que fait même la FDA, même que ce ne Mhm. soit pas exactement pareil, l'idée est à peu près la même. C'est-à-dire qu'on a des règles, on les suit. Mhm. Par contre, là où j'ai un avantage d'avoir des... En fait, j'ai une population cosmopolite et chez les fabricants, c'est cosmopolite aussi de la même façon. Et l'avantage que j'ai avec ça, c'est que ce qui est beaucoup plus difficile, c'est culturellement la façon de voir les choses. C'est-à-dire pas la réglementation en soi, la culture, elle vient pas de là. Mais avoir quelqu'un qui comprend la culture américaine, d'un fabricant américain, c'est beaucoup plus Bah, important que finalement... ah ouais, que la réglementation européenne, Exactement. la culture. Disons, Ah ok. Ouais, que la ouais, ok, culture c'est européenne. intéressant. Ouais, j'aurais pensé l'inverse. Parce que tu vois Ouais. comment te dire, l'approche ou même le côté commercial. Je me rappelle d'avoir parlé avec des collègues européens, des fois, ils disaient, bah, surtout quand c'est du Sud, mais je suis sûr que j'ai les mêmes à Gmail. Bah, on est Gmail, tout le monde nous connaît. C'est quoi Mhm. le problème? Ben, en fait, Mhm. non. De l'autre Mhm. côté de l'Atlantique, c'est BSI, c'est n'importe qui. Je veux dire, Ouais. c'est pas. Et puis, l'approche peut-être que les Français ont, des fois, dans la conversation, est complètement différente de comment il faut approcher un Américain. C'est-à-dire que ils vont pas réagir de la même façon, ils vont pas attendre les mêmes choses. Donc c'est beaucoup plus finalement le relationnel qui est important pour les gens que j'ai, parce que le connaissance réglementaire, ça s'apprend. Mhm. Mais la connaissance de la culture, c'est un peu plus compliqué. Ok, ouais, je comprends, tu m'as convaincu. Et avant de passer à la deuxième séquence qui est plus personnelle, euh, une question qui me vient aussi en t'écoutant là, l'arrivée de Trump pour la deuxième fois au pouvoir aux États-Unis, est-ce que ça change la donne pour des acteurs comme vous là, ou pas? Et comment toi tu perçois cette deuxième élection là? Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, je suis un optimiste, moi. Ouais, Donc, à ouais, la limite, je vois toujours le positif dans un challenge ou un truc comme ça. Euh, moi, d'un point de vue, on a deux points de vue, on est d'accord. C'est-à-dire d'un point de vue, je dirais, sociétal, bon, on n'est peut-être pas dans les plus avancés avec Trump arrivé au pouvoir, on ne va ouais. pas se Mm, nier. mm, D'un point de vue économique, ben, la dernière fois qu'il était au pouvoir, et c'est une des raisons qu'il a gagné, c'est que la dernière fois qu'il était au pouvoir, tout le monde se sentait bien, l'économie était booming et tout ça. Et donc, en fait, les Américains, pour eux, ben, l'inflation, c'est à cause de Biden. Même que ce soit mondial, c'est pas grave. C'est très noir et blanc. Donc, en fait, il gagne surtout sur l'économie. Euh, et si on va dans ce sens-là, et la question à se poser, c'est comment le gouvernement va évoluer en fait, comment les organismes gouvernementaux de la réglementation vont évoluer. Est-ce que ça peut être une opportunité? ouais. Peut-être. Est-ce que Mm. ça va être un point pour nous? Aujourd'hui, je pense qu'il peut vouloir déréglementer dans un sens, C'est ce qu'il a. Mais le programme, mais le programme MDSAP, si tu veux, il tient sur d'autres pays, donc c'est un consortium, donc déjà ça c'est plus solide. Et puis il y a ce côté que les Anglais ils regardent potentiellement pour peut-être un jour l'adopter. Donc quelque part, si on prend sur un réseau d'influence, est-ce que la FDI a tout intérêt de sortir du MDSAP pour rester bien implanté? Il vaut mieux qu'ils y restent. Mm. Donc, je pense que Trump n'est pas aussi... il est quand même très fin en termes d'influence, comment il veut influencer les gens. Donc, je pense que sur certains projets, il va rester. Par contre, est-ce qu'il va dégraisser le mammouth Ouais, gouvernemental? Ça, c'est certain. Ce qu'il va ça, c'est falloir dire, bon, ben, qui va après s'occuper de ça? Mais aujourd'hui, on va être positif, on va se dire que... Après, si, ce que nous, on va voir, et ça, je le vois déjà, parce qu'on l'a eu il y a quelques jours, un côté beaucoup plus pour pas tous les clients. On a des très bons clients, etc. Mais je pense qu'il va y avoir des gens qui vont être un peu le côté bully, c'est-à-dire un peu, euh, euh, tu sais comment tromper un peu en disant bon mais c'est moi et je vous paye, vous devez ça. Ouais. On risque d'avoir d'accord. à gérer des situations comme ça ou aussi à gérer des situations où, ben, puisqu'on a un collègue qui est indien et qui y va, ou qui est indien, bon, même français, à la Mm. limite, qui va avec Ouais, son accent et qu'on lui dise repars dans ton pays. Bon, ben, ouais. après, ça c'est des trucs qu'on avait vus. C'est juste que les langues se délient des fois un peu plus facilement il y a 4 ans et ça risque de revenir, et on l'a déjà vu un petit peu là. Ah ouais. Bon, après, oui. Mais T'as la après, nationalité américaine, toi, maintenant, Julien?
Ou Alors pas je encore? devrais, parce que Ah ouais? j'ai la possibilité de l'avoir depuis des Ouais? années. J'ai pas fait l'effort, Tu mais n'as il pas faut fait que je le l'effort? fasse, comme Ouais, ça au moins je serai tranquille. ouais, bah, ouais. Et oui. OK, très bien. Merci pour cette vision-là. On va parler maintenant de manière plus personnelle. Finalement, dans ton parcours professionnel là, que tu as un petit peu ébauché, au début de cette conversation, de quoi es-tu le plus fier? Ça a toujours été, je sais pas, c'est quelque chose de bizarre parce que le plus fier, il y a eu un petit point. Euh, mais c'est peut-être d'être arrivé où je suis par rapport à d'où je viens. C'est peut-être très général, c'est trop sur tout l'ensemble, mais oui, euh, De même mes Cahora. antécédents, si je Ouais, regarde ma ouais. famille, de là où on est venu, de là où je suis aujourd'hui, ben, je suis très fier de ça parce qu'en plus, je rends des gens fiers. Donc voilà, c'est peut-être Mmh. ce que je verrai le plus. Après sinon, c'est l'adaptabilité. Mmh. Être flexible et s'adapter, c'est ce qui est le mieux pour grandir, en fait. Ouais, ouais. Je te rejoins également. Y a-t-il des personnes dans ce parcours qui t'ont influencé ou qui t'ont inspiré? Alors, ouais, il y en a plusieurs. Alors, la génétique, tu sais, j'ai dit que je voulais faire la génétique. Ça, Mmh mh. c'est mon prof de bio C'était quoi d'ailleurs ton sujet de au thèse, lycée. Julien? Ton sujet de thèse, tu t'en souviens? Alors, mon sujet de thèse, c'était l'utilisation d'adénovirus comme agent oncolytique des multiple myeloma. OK. OK. Et donc, en gros, et encore, tu vois, je te fais du franglais. Donc, bon, Ouais. bref, c'était l'utilisation des adénovirus comme, comme agent oncolytique, on va faire simple. Euh, pour les cancers du sang. Voilà, tu vois, je te l'ai résumé Mmh. maintenant beaucoup Mmh. plus. Mais c'était ça la tête. Donc, non, le côté, en fait, c'est mon prof de bio qui nous a fait découvrir la génétique et je sais pas pourquoi, ce jour-là, les X, Y, hop, Ouais, les chromosomes, ça, ben, il y a un ça t'a truc qui plu? m'a plu et je suis parti là-dessus. Après, inspiré, bah, pareil, ça fait peut-être un peu cliché, mais mon père m'a inspiré. C'est-à-dire que si Ouais. je me mets dans le boulot, c'est qu'effectivement, il était pas. Il bossait pas mal d'heures pour nous, mais il avait toujours un côté, le côté loyal à sa boîte et à son boulot. Et oui, j'ai changé de Gmail, donc c'est pas que je suis pas loyal, hein, mais parce que c'est pareil, j'ai eu un mal fou du fait que je me plaisais beaucoup avec, de même dire, bah, je passe à autre chose, Mmh. parce que j'ai ce côté-là de, si je m'implique dans quelque chose, j'y vais jusqu'au Tu vas bout. jusqu'au C'est-à-dire, bout. c'est, ouais, et puis ça reste, ça devient ma famille, ça devient mon projet. C'est pas juste celui qui me paye à la fin du mois. Il y a autre chose derrière, en fait, si tu veux, pour moi. Et Mmh. ça, c'est vrai que ça vient de mon père. Euh, c'est peut-être ça qui m'a influencé peut-être le plus, la façon Ouais. aussi je vois les choses. Est-ce que tu as des passions, Julien? Qu'est-ce que tu fais quand tu es pas, mobilisé par tes responsabilités de plus en plus importantes au sein du TÜV C'est ça Sud? la question, ouais. Qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Non, non, la passion, et ça, c'est quelque chose que je partage avec, donc, c'est en famille, hein. On adore voyager. On voyage D'accord, beaucoup. En fait, mon mari est un fanat d'aviation d'accord. Et il et tout ça, t'emmène? et de Et voyage. Et donc, c'est lui qui gère le voyage. Et c'est vrai que grâce à lui, ben, puis moi, je suis, mais c'est vrai que cette passion est venue. Ce que moi, j'ai maintenant qui vient avec le voyage, c'est que j'adore faire le drone. J'ai un drone et j'adore faire du drone sur les endroits parce que ça fait des images assez géniales et ça, c'est sympa. d'accord. Et alors, ben, on va peut-être, switcher directement avec une question, dans le quiz rapide là. Tu as une destination qui t'a plus marqué que les autres dans ces différents voyages? Ça, c'est hyper compliqué parce que chacun a des moments. J'ai essayé de réfléchir qu'un jour, est-ce qu'il y aurait la destination à aller? Et en fait, chacun m'a apporté quelque chose. Mais peut-être que euh, et là, je parle pas, parce que chaque décision a peut-être un point politique et on se pose la question. J'ai vraiment, je me suis plu au Brésil. Il y a un côté festif, etc., qui était au Brésil et cette envie d'un peuple qui, voilà, qui finalement est cool et en même temps qui est quand même est en émergence, donc il y a quand même Mmh. un côté génial. Et puis il y a une deuxième, alors là c'est complètement l'opposé, c'est le Japon. Et le D'accord. Japon, j'y travaillerai peut-être pas parce que c'est très difficile, mais il y a un côté de je dirais pas le moderne maintenant, mais ils ont une très forte tradition, un côté famille, tradition, etc., qui est très intéressant puisqu'il y a un respect génial. C'est propre, c'est à l'heure, il y a des trucs géniaux. Et d'un côté, il y a un peu de technologie. Par contre, mais l'un, c'est aussi l'autre côté de la médaille. Mais voilà, deux pays qui sont très différents, mais qui j'ai trouvé très intéressants pour ça. Ouais.
Ok. Et tu as le temps de revenir un petit peu en France quand même? Tu essaies de revenir tous les ans auprès de ta famille Ah oui, oui, même, Ouais, même on revient même 2 fois par an, deux c'est-à-dire fois par an. que souvent l'été, et puis là, dans quelques temps, on va rentrer pour Noël. Mm. Ouais, c'est vrai qu'on bénéficiait, nous, de ta présence l'été pour t'inviter au Exactement. rendez-vous du DIB. Et ouais, ok. Exactement. Ouais, non, je viens l'été, puis je viens aussi, voilà, Noël, parce que ça permet aussi à mon fils de garder ses contacts avec ses grands-parents, parce que Ouais. toute la famille est, Et rester dans le Lot. Ils est sont restée restés. dans le Ouais, ouais, voilà. ok. Allez, dernière séquence rapide de questions rapides pour finir. Julien, quel est ton film préféré? Ah, c'est une bonne question, il y en a plusieurs. Un qui m'a, quand j'étais jeune, c'est The Devil Advocate ou L'Avocat du Diable avec Keanu Reeves et Ouais. Al Pacino, Mm. puisque c'est très intéressant entre le vouloir de progresser et puis finalement le côté valeur. Est-ce que ce sont mes valeurs? Est-ce que je tiens mes valeurs? J'ai Mm. trouvé ce film. Ah, t'avais aimé ce film. Ok. Et Ouais. t'en as d'autres? Et d'autres, parce que t'as dit que t'en avais plusieurs? Oui, oui, et ben après, Ouais. après, il y en a d'autres. En fait, j'aime aussi le côté historique de choses. Donc, par exemple, il y a un film donc, de guerre, comme ça, j'ai trouvé bien. Bon, bien sûr, il y a les classiques, Le jour le plus long, des choses comme ça, mais un dernier que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, parce que j'avais pas eu le temps de le voir avant, c'est 1917. Ouais. Ce film a une seule séquence, en Mm. fait, Mm. et j'ai Ouais, trouvé un ça plan très séquence impressionnant. unique. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. 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 Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as une boisson et un plat préféré? Alors, le plat, là, je vais te dire, il y a un truc que je peux manger, je te dirais peut-être tous les jours, ça fait beaucoup, mais il y a un truc que j'adore, je suis du Sud-Ouest, c'est le magret de canard. Voilà, un bon magret de canard, c'est. Et t'arrives à en trouver ça aux Et non, États-Unis? c'est pour ça que je rentre assez souvent. Ouais. Non, ce Et que la, j'ai à la maison, c'est les confits de canard parce que ça vient en conserve, donc ouais. on peut les prendre avec nous. Ouais. Euh, Et la boisson? la boisson, allez, je vais rester proche de mes racines. Un bon Malbec, donc un bon Cahors à la base qui est fait du Malbec, c'est toujours agréable, bien sûr, Mm. avec modération. Avec modération. Un livre ou un auteur que tu recommanderais? Alors, c'est peut-être pas des grands livres, mais c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est Éric Giacometti et Jacques Raven qui écrivent ensemble ces livres à la fois policiers et ésotériques, puisque c'est un policier qui est franc-maçon et donc deux auteurs français qui en ont fait beaucoup. Donc, c'est un peu dans le Dan Brown, pour, voilà, mais plus français avec ce côté policier. J'ai trouvé, ouais, j'aime bien. C'est quelque chose qui est facile à lire en Et, plus. Et donc, dans le ouais. métro, quand j'étais à Washington, j'en lisais tout le temps. Et tu lis plus des livres en français ou des livres en anglais? Plus en français. Plus en français? Ok. Ouais. Ouais, je lis tout le Euh, temps tout en anglais. Alors, Bah ouais, ouais. Donc tu préfères, ouais. Ok. Si tu étais un personnage historique ou un héros d'aujourd'hui, tu serais qui? personnage historique, ouais, je veux dire, c'est toujours compliqué. Alors, je sais pas si je peux glorifier quelqu'un, quelque chose. Je suis peut-être un peu chauvin. Donc moi, j'aime bien quand il y a une belle représentation de la France ou quand on garde nos valeurs. En fait, c'est ça. Il y a des valeurs en France qui sont importantes et j'espère qu'on les garde. Euh, Tu vois, ça paraît chose, mais nos ambassadeurs qui font un boulot formidable pour représenter la France et la francophonie et toutes les associations qui vont avec, parce qu'on a des tonnes d'associations aux États-Unis, par exemple, pour le langage et tout ça, pour faire revaloriser le français. Ça, c'est pour moi les acteurs qui nous font rayonner en fait à l'international. Ah ouais. Si tu étais un DM, et c'est la dernière question, ou si tu devais inventer un DM, tu serais lequel? Ah, un DM de lequel j'aurais inventé. Ah, il faut que j'en trouve un dans le div et pas un DM pour être un truc un peu mieux. Oui, bah oui. Mais non, mais ce qui serait génial en fait, et ça on le commence à le voir, c'est vraiment avec les montres, les smart, les AI et tout, c'est vraiment du diagnostic qu'on pourrait faire Mm. sur chacun, de voir comment on évolue, euh, finalement anticiper des maladies ou permettre à être mieux dans tout ce qui est la prévention finalement. Parce que l'idéal d'un DM, c'est celui qui va nous permettre de prévenir la maladie plutôt que d'essayer de la guérir. Ouais. Il y avait un projet à Paris là, d'une start-up qui malheureusement maintenant n'existe plus, mais qui était effectivement de mesurer le taux de glucose avec une montre, Ouais. une Apple Watch, et malheureusement ça a capoté le projet, mais je trouvais que c'était assez, assez prodigieux là, cette idée-là. Voilà. En tout cas, Julien, je te remercie énormément pour cette discussion passionnante. De notre côté, nous, on va se retrouver rapidement pour un autre podcast et je vous dis à très bientôt et merci encore à toi, Julien. À ciao. Merci.